premier congrès mondial de la détergence, Paris 1954, a autorisé le monde à se laisser aller à l'euphorie d'Homo. Non seulement les produits détergents n'ont aucune activité nocive sur la peau, mais même ils pourraient peut-être sauver le mineur de la silicose. Or, ces produits sont depuis quelques années l'objet d'une campagne publicitaire si massive qu'ils font aujourd'hui partie de la vie quotidienne française. Et les psychanalyses, si elles se mettaient à jour, devraient bien y porter un peu le regard. Nous pourrions opposer utilement à la psychanalyse des liquides purificateurs celui des produits saponidés et détergents. Le rapport entre le remède et le mal, le produit et la saleté, sont très différents dans l'un ou l'autre cas. Par exemple, les eaux de Javel ont toujours été senties comme une sorte de feu liquide dont l'action doit être soigneusement mesurée, faute de quoi l'objet lui-même est atteint, brûlé. La légende implicite de ce genre de produit repose sur l'idée d'une modification violente, abrasive de la matière. Les répondants sont d'ordre chimique ou mutilant. Le produit tue la saleté. Au contraire, les poudres sont des éléments séparateurs. Leur rôle idéal est de libérer l'objet de son imperfection circonstancielle. On chasse la saleté, on ne la tue plus. Dans l'imagerie Homo, la saleté est un petit ennemi malingre et noir qui s'enfuit à toutes jambes du beau linge pur, rien qu'à la menace du jugement d'Homo. Les chlores et les ammoniaques sont sans aucun doute les délégués d'une sorte de feu total, sauveur mais aveugle. Les poudres sont au contraire sélectives. Elles poussent, conduisent la saleté à travers la trame de l'objet, elles sont une fonction de police, non de guerre. Cette distinction a ses répondants ethnographiques. Le liquide chimique prolonge le geste de la lavandière battant son linge, et les poudres remplacent plutôt celui de la ménagère pressant et roulant la lessive le long du lavoir incliné. Il faut encore opposer à la publicité psychologique la publicité psychanalytique. J'entends ce mot sans y attacher une signification d'école particulière. Par exemple, la blancheur persil fonde son prestige sur l'évidence d'un résultat. On met en mouvement la vanité, le paraître social, en donnant à comparer deux objets dont l'un est plus blanc que l'autre. La publicité Homo indique aussi l'effet du produit, sous une forme d'ailleurs superlative, mais surtout découvre le procès de son action. Elle engage ainsi le consommateur dans une sorte de mode vécu de la substance, le rend complice d'une délivrance et non plus seulement bénéficiaire d'un résultat. La matière est ici pourvue d'état-valeur. Homo en utilise deux, assez nouveaux dans l'ordre des détergents, le profond et le mousseux. Dire qu'Homo nettoie en profondeur, c'est supposer que le linge est profond, ce qu'on n'avait jamais pensé, et ce qui est incontestablement le magnifier, l'établir comme un objet flatteur à ces obscures poussées d'enveloppement et de caresse qui sont dans tout corps humain. Quant à la mousse, sa signification de luxe est bien connue. D'abord, elle a une apparence d'inutilité. Ensuite, sa prolifération abondante, facile, infinie presque, laisse supposer dans la substance dont elle sort un germe vigoureux, une essence saine et puissante, une grande richesse d'éléments actifs sous un petit volume originel. Enfin, elle flatte chez le consommateur une imagination aérienne de la matière, un mode de contact à la fois léger et vertical, poursuivi comme un bonheur aussi bien dans l'ordre gustatif, foie gras entre mes vins, que dans celui des vêtements, mousseline, tulle, et dans celui des savons, vedette prenant son bain. La mousse peut même être signe d'une certaine spiritualité, dans la mesure où l'esprit est réputé pouvoir tirer tout de rien, une grande surface d'effet d'un petit volume de cause. L'important, c'est d'avoir su masquer la fonction abrasive du détergent, sous l'image délicieuse d'une substance à la fois profonde et aérienne qui peut régir l'ordre moléculaire du tissu sans l'attaquer.